Alors dans cet exercice, on va calculer dans un premier temps un rotationnel d'un vecteur, et ensuite on définira une fonction scalaire u telle que son gradient soit égal à un vecteur. Donc ça, c'est pas très facile. La deuxième partie est plus technique, donc c'est pour ça que cet exercice a 3 losanges noircis, parce qu'il y a quand même pas mal de technicité, surtout sur la deuxième partie. Donc la première partie, de déterminer le rotationnel d'un vecteur, donc ça c'est pas très compliqué. Enfin, il faut connaître la méthode, mais c'est juste du calcul de dérivée partielle, en se rappelant que le rotationnel d'un vecteur, c'est le produit vectoriel de ce vecteur de dérivée partielle avec le vecteur pour lequel on veut calculer le rotationnel, Vx, Vy, Vz. Alors cette notation, c'est plutôt mémotechnique, mais mathématiquement, c'est pas rigoureux. On ne peut pas faire le produit vectoriel entre un opérateur bizarre et un vecteur. Ici, par exemple, quand je fais le produit vectoriel, pour la première composante, j'aurai la dérivée partielle par rapport à y de Vz. Vous voyez, c'est pas un produit, c'est pas la dérivée par rapport à y fois Vz. Donc c'est pas un produit vectoriel. C'est pour juste se rappeler mémotechniquement comment on réalise l'opération, mais ça n'a pas de rigueur mathématique. Voilà, donc je mets l'opérateur de dérivée partielle, le vecteur Vx, Vy, Vz pour lequel je vais obtenir son rotationnel, et ensuite je ferai le produit vectoriel de ces deux choses-là. Alors quand on fera la dérivée partielle de Vz par rapport à y, on prendra Vz et on dérivera ça par rapport à y. Donc ça on l'a déjà vu dans les exercices précédents. Quand on dérive par rapport à une variable, les autres sont constantes. Alors, on va donner les étapes de calcul. Par exemple, pour le premier terme, donc c'est la dérivée partielle par rapport à y de z. Donc si je dérive ça par rapport à y, eh bien j'aurai un nombre fois y. Donc ce nombre c'est 2e de 2z fois y. Donc dériver ça par rapport à y, il me reste 2e de 2z. Moins la dérivée partielle par rapport à par rapport à z de vy. Donc celle-là que je dérive par rapport à z. Donc le premier terme il s'en va. Et la dérivée de e de u, c'est u' e de u. Donc là ça va donner 2e de 2z. Donc on aura ce nombre-là moins celui-ci, qui nous donne 2e de 2z moins 2e de 2z, qui fait 0. Ensuite, je vais dériver par rapport à z, vx. Il n'y a pas de z, donc ça fait 0. Je vais dériver par rapport à x, vz. Il n'y a pas de x, ça fait 0. Et enfin, je vais dériver par rapport à x, vy. Donc là, si je dérive ça par rapport à x, donc j'aurai un nombre, que je réécris, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc j'aurai 2y sinus x, la dérivée, ça me donnera 2y cosinus x. Et ce nombre-là, si je le dérive par rapport à x, il n'y a pas de x, donc ça fait 0. Et enfin, c'est le premier terme que je vais dériver par rapport à y. La dérivée de ce terme-là, c'est un nombre, donc cosinus x que je réécris, et la dérivée de y2, c'est 2y. Donc ça me donnera bien 2y cos x moins 2y cos x, donc il fait 0. Donc on a bien le rotationnel de v qui est nul. Quand le rotationnel est nul, on vous est guidé parce qu'on vous dit qu'un champ vectoriel dont le rotationnel est nul, oh comme par hasard on a trouvé 0, alors on va essayer de déterminer u tel que le gradient de u est égal à v. Vous avez capté l'idée, on va chercher un potentiel u, donc ça va être u de x, y, z, à la fin on doit tomber sur une fonction vectorielle, telle que son gradient soit égal à v. Alors si son gradient est égal à v, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que la dérivée partielle de u par rapport à x, ça donnera y de cos x, que la dérivée partielle de u par rapport à y va donner 2y sinus x plus e de 2z, et enfin que la dérivée partielle de u par rapport à z donnera 2y e de 2z. Donc c'est ça le but du jeu, c'est trouver u tel que ces trois dérivées partielles là donnent le vecteur v que l'on connaît. Alors première étape, je vais prendre par exemple la première ligne. Donc la première ligne c'est la dérivée partielle de u par rapport à x qui est égale à ça. Donc là je vais intégrer cette ligne là par rapport à x. Donc, la primitive de ça par rapport à x, y2 c'est une constante par rapport à x, donc je le laisse. La primitive de cos c'est sinus. Donc j'aurai y2 sinus x plus une constante. Et c'est là où il faut faire attention, c'est une constante par rapport à x. Mais elle peut dépendre de y et de z. Donc je vais la noter phi de yz. Ça peut être 5 cosinus y exponentielle de z, je ne sais pas quoi. En tout cas, ça peut être quelque chose qui dépend de y et de z. Donc quand on ajoute cette constante, c'est là où vous vous trompez souvent, c'est pas un nombre, c'est une fonction qui dépend de y et de z, mais qui est constante par rapport à x.
quelle que soit la valeur de x, elle aura la même valeur. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais réinjecter cette fonction-là, u, que je viens de déterminer, dans la deuxième égalité. Donc je sais que si je prends celle-ci et que je la dérive par rapport à y, je vais avoir cette relation-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre celle-ci, je la dérive par rapport à y. Donc la dérivée de y2 sinus x, c'est 2y sinus x. Et la dérivée de phi de yz, c'est d rond phi sur d rond y. La dérivée de phi par rapport à y. Ça doit être égal à e de 2z. Parce que le premier terme, je l'ai. Le second terme, e de 2z, ça doit être la dérivée de phi par rapport à y. Donc si la dérivée de phi par rapport à y, c'est e de 2z, et bien pour avoir phi, j'intègre. Donc intégrer, mais prendre une primitive de ça par rapport à y, c'est dire que phi de yz, c'est égal à y e de 2z, plus une constante par rapport à y. D'accord? Parce que quand je vais la dériver, elle n'apparaîtra plus. Parce que la dérivée de celui-là, ça doit donner celui-ci, donc e de 2z. Donc ça veut dire qu'elle dépendra que de z. Et ça peut être cosinus 5z. Ça peut être n'importe quelle fonction qui dépend de z. Donc là, j'ai déterminé maintenant phi de yz, qui est cette fonction-là. Et maintenant, je vais la réinjecter dans la troisième égalité. La troisième égalité, je sais que u de x, y, z, c'est égal à y2 sinus z plus phi de yz. Phi de yz, c'est y de 2z, plus θ de z. Donc je le dérive maintenant par rapport à z. Donc si je dérive ça par rapport à z, voilà, il n'y en a pas. La dérivée de celui-là, ça donne 2y e de 2z plus la dérivée de ce truc par rapport à z. Et ça doit être égal à 2y e de 2z. Donc ça veut dire que maintenant je vais pouvoir déterminer la valeur de ce θ. Alors ce θ, on sait que sa dérivée par rapport à z est nulle, puisqu'ici il n'y a pas de terme. Celui-là, il est là, mais ici, il n'y a rien en face. Donc ça veut dire que la dérivée de θ par rapport à z, c'est égal à 0. La dérivée par rapport à z d'une fonction qui dépend que d'une variable, mais ça veut dire qu'elle est constante. Donc θ de z égale c. Où c, ça va être une constante réelle. Donc finalement, on aura déterminé phi dans un premier temps, θ dans un second temps, pour avoir que u est égal à y2 sinus x plus y e de 2z, qu'on a trouvé ici, plus θ de z qu'on avait là, qui est une constante. Donc de là à là, j'ai juste remplacé θ de z par sa valeur, c'est-à-dire une constante. On précise que ce potentiel vaut 1 à l'origine. Donc si on a une condition initiale supplémentaire, on sait qu'en 0, 0, 0, ça fait 1, on va pouvoir en déterminer la valeur de la constante. Je remplace x, y et z par 0. Donc j'aurai 0 fois sinus 0, ça fait 0, plus 0 fois un truc, ça fait 0, plus c. Donc j'aurai c égale 1. Donc on déduit que notre constante c, une constante réelle, est égale à 1 ici. Donc finalement, la fonction potentielle qui a son gradient qui est égal à v, est cette fonction-là, avec la condition initiale supplémentaire de valoir 1 en 0. On peut vérifier, on peut repartir de u, vérifier qu'elle vaut bien 1 en 0, c'est facile, et ensuite calculer ses dérivées partielles, et montrer qu'on tombe bien sur v. Voilà, donc là ce qui est important de retenir, c'est la méthodologie. D'où je pars, j'intègre, j'ai des constantes, mais ce n'est pas des constantes en termes de nombre constant, c'est une fonction constante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la variable d'intégration. Donc par exemple ici, ma constante, elle peut dépendre de y et de z, mais pas de x. Pareil ici, quand j'intègre, elle dépend de z, mais pas de y. Et ensuite, par identification, je retrouve toutes les fonctions dont le gradient vaut v. Et si j'ai une condition initiale, j'aurai une unique solution.